Sud Radio. Samedi et dimanche, 22h minuit. Louis Benedi, les aventuriers de l'étrange. Bonsoir et bienvenue dans les aventuriers de l'étrange. Avant d'attaquer de plein pied le sujet de ce soir, vous avez été nombreux et nombreuses, et je vous en remercie, à téléphoner ou à écrire pour avoir les coordonnées de la musique que nous avons diffusée dans l'émission de dimanche dernier, lorsque j'ai reçu le président de l'association Yans Québec, Gilles Bédard. Vous avez entendu une musique, donc vous pouvez retrouver toutes ces informations sur cette musique sur le site des aventuriers de l'étrange, autrement dit psiland.org, psiland.org. Et en ce qui concerne la musique, eh bien, elle est signée Steve Roach, un compositeur américain. Vous pouvez également les commander directement sur son site. C'est un site écrit en anglais. L'intitulé de ce site internet, c'est Steve, S-T-E-V-E, Roach, R-O-A-C-H. S-T-E-V-E, Roach, Roach, R-O-A-C-H.com, steveroach.com en un seul mot. Et vous pouvez également appeler notre standard pour avoir toutes ces coordonnées éventuellement. Laetitia remplace Morad ce soir au standard. Morad qui a pris quelques vacances, feignant. Donc Laetitia vous attend au 0826 300 300, 0826 300 300. Venons-en donc au sujet tout de suite ce soir. Eh bien, nous allons poser une question à la fois simple et complexe. L'armée américaine a-t-elle récupéré un vaisseau et des corps extraterrestres en 1947 ? Alors évidemment, je ne vous promets pas une réponse ce soir, mais en revanche, des pistes et des arguments qui nous permettront de nous faire une idée sur ce dossier qui passionne les ufologues du monde entier depuis 40 ans. Ce dossier a un nom, c'est le nom de la ville où cela s'est produit, Roswell. Gilles Dasbourdet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'auteur de nombreux articles et livres sur ce sujet que vous connaissez à fond. Le titre du premier livre que je citerai de vous ce soir, c'est tout simplement Roswell, aux éditions JMG, et également OVNI, la levée progressive du secret, chez le même éditeur, aux éditions JMG. En quelques mots, juste, puisqu'on va y revenir évidemment tout au long de cette heure que nous allons passer ensemble, qu'est-ce qui vous a profondément passionné dans cette affaire ? Eh bien, c'est peut-être une clé qui va ouvrir la boîte de Pandore des ovnis, des secrets des ovnis. Ouais. Et je dis peut-être. Oui. Rien n'est sûr encore, mais ça fait maintenant une vingtaine d'années que s'accumulent des témoignages, des enquêtes très bien faites par les uns et les autres, et ça devient vraiment un très gros dossier. Alors, bon, certains croient que on n'y arrivera jamais, peut-être, mais je pense qu'on peut déjà affirmer que, oui, l'hypothèse d'un crash d'OVNI, c'est quand même une hypothèse fortement très probable. sérieuse. Ce n'est pas prouvé, mais c'est très probable. Bien. Finalement donc, comme je l'ai dit au début, cette affaire se résume à cette question. L'armée américaine a-t-elle récupéré un vaisseau et des corps extraterrestres en 1947 ? Gilles Dasbourdet va nous apporter des éléments tout à fait intéressants pour acquérir, se faire une opinion sur cette affaire qui est passionnante. En deuxième heure, nous continuerons à parler d'ufologie, mais en Italie, cette fois-ci, avec Nico Conti, qui est ufologue italien et qui nous racontera 2 ou 3 cas
italien très très intéressant et qui nous dira un petit peu comment est-ce que ça se passe là-bas chez nos amis italiens, l'étude des cas d'observation d'OVNI. Évidemment, vos commentaires et vos questions, vos analyses également sont les bienvenus dans cette émission. Vous pouvez soit passer par notre standard au 0826 300 300, 0826 300 300, ou vous pouvez directement me contacter par SMS. Vous tapez Sud sur votre portable, vous laissez un espace, vous rédigez votre texte, votre question, votre commentaire et vous envoyez le tout au 71 200. Je serai avec grand plaisir votre porte-parole. Sud Radio, samedi et dimanche, 22h minuit. Louis Benedy, les aventuriers de l'étrange. Avant de commencer directement à discuter avec mon invité de ce soir, l'ufologue Gildas Bourdet, je vais faire un résumé rapide, historique de ce qui s'est passé à Roswell. Évidemment, c'est un résumé très édulcoré, très succinct. Et ensuite, avec Gildas Bourdet, nous reprendrons l'ordre chronologique de ce qui s'est passé à Roswell. Et à la lumière de ces connaissances, nous progresserons comme ça au fur et à mesure. Alors tout a commencé le mercredi 2 juillet, donc 1947, dans le Nouveau-Mexique, à Roswell, à côté de Roswell exactement. William Mac Brazel, propriétaire d'un ranch, entend, au cœur d'une nuit orageuse, une grande explosion. Le lendemain, en promenant son troupeau, il découvre un tas de débris éparpillés sur une grande zone. Surpris quand même par l'aspect de ces débris, il en ramasse quelques-uns qu'il ramène à son ranch, les montrant à ses voisins et à sa famille. Le dimanche 6 juillet, il va avertir le shérif du comté de Chave, qui s'appelait George Wilcox, et celui-ci avertit alors la base militaire de Roswell, le Roswell Army Airfield. Le lundi 7 juillet, 2 militaires se rendent sur les lieux du crash. Il s'agit pour l'un du major Jesse Marcel et pour l'autre du capitaine Sheridan Cavitt, qui inspectent les débris et les deux hommes ramènent quelques échantillons à la base. Le 8 juillet, toujours 1947, le colonel Blanchard ordonne de boucler le périmètre du crash. Les débris sont ramassés et emmenés par camion à la base de Roswell, d'où ils seront transférés par avion aux bases militaires de Fort Worth et de Wright Field. Lors de cette journée, un deuxième site aurait été découvert par des archéologues, entre guillemets, qui auraient observé l'épave d'un vaisseau avec 4 corps humanoïdes. Ce site aurait été rapidement balisé par les forces militaires. Ce même 8 juillet, donc, à Roswell, aux États-Unis, au Nouveau-Mexique, en 1947, l'armée publie par le porte-parole de la base, Walter O., un communiqué officiel annonçant qu'elle serait en possession de débris d'origine extraterrestre, qu'elle aurait pris possession d'une soucoupe volante. Cette déclaration émane de William Blanchard, le commandant de la base de Roswell, et entraîne, vous vous en doutez immédiatement, une effervescence de toute la presse du pays qui se rue dans la région. Voilà donc un résumé très succinct, bien entendu, de ce qui s'est passé à Roswell en 1947. Alors, Gildas Bourdet, vous êtes d'accord avec moi, c'est vraiment succinct, j'ai édulcoré, oui. Évidemment. On pourrait pinailler sur certains détails, mais ça va, je m'en doute. Alors, avec vous, on va reprendre la chronologie de l'affaire, et au fur et à mesure, vous allez nous apporter votre vision du spécialiste de cette affaire, de ce dossier Roswell que vous êtes dans les moindres détails. Donc, en commençant par le commencement, tout simplement, William Mac Brazel, qui a découvert ce site de crash sur sa propriété. Est-ce que William Mac Brazel a pu être auditionné? Qu'a-t-il vu en fait? Est-ce qu'on le sait? Alors, Brazel, en effet, a été auditionné d'abord par les militaires. Bien sûr, je m'en doute. Oui. Et donc, il s'est passé qu'il a trouvé un vaste champ de débris tout à fait étrange, et il s'est décidé à aller à Roswell, qui était à 120 km de là. Bon, c'était un pauvre éleveur de moutons. Il vivait presque dans une petite cabane, presque. Il n'avait pas le téléphone, il n'avait pas
l'électricité, il faut situer le décor un peu. Ouais. Mais c'était pas un imbécile, Mac Brazel. C'était un cow-boy de la vieille école. Ouais. Un dur à cuire, si on veut. J'imagine, pour vivre Et dans ces conditions. il a pris sa vieille guimbarde, il a ramassé quelques débris et il est venu à Roswell pour montrer ses débris. Et donc il a montré ça au shérif Wilcox à Roswell, qui tout de suite a été très intrigué, intéressé, qui a appelé la base. Donc deux officiers sont venus, ils ont tout de suite été très intrigués par ces débris étranges. Et dès le soir même du dimanche, donc ils sont partis sur ordre du colonel Blanchard inspecter les lieux. Ils ont passé la journée du lendemain. Donc le commandant Marcel, qui n'était pas un imbécile lui non plus, c'était l'officier de sécurité des bombardiers atomiques. C'était la seule base des bombardiers atomiques à l'époque. Alors faut quand même situer les gens un petit peu. C'est de là que sont partis d'ailleurs les deux bombardiers qui ont, enfin, de tristes mémoires, bombardé Nagasaki et Hiroshima. La 69e unité de bombardement qui avait été triée sur le volet en 45 pour bombarder le Japon, pour lâcher les deux bombes atomiques. Le colonel Blanchard était l'un des pilotes qui était sélectionné au départ pour lâcher les bombes atomiques. En 46, ils ont fait des expériences dans le Pacifique, les fameux atolls de Bikini. Le commandant Marcel, c'était l'homme chargé de la sécurité de toute l'opération. Donc vraiment pas n'importe qui. Il a eu les félicitations de tous ses supérieurs, y compris de la marine. Il était très bien noté. Voilà, pour situer quand même le genre de personnage auquel nous avons affaire. Alors, ils vont sur le terrain, ils découvrent effectivement des débris très très curieux, très étranges. Alors, on peut décrire un tout petit peu si vous voulez. Oui, bien sûr, au contraire. Et puis, je me jette à l'eau en quelques mots. Ils ont trouvé, il y avait des feuilles métalliques minces, pliables mais infroissables. Alors c'est très curieux, quand il froissait ces feuilles, elles reprenaient leur forme. On ne pouvait ni les couper ni les brûler. Il y avait des pièces métalliques rigides, très nombreuses, qu'on ne pouvait ni plier ni brûler. Il y avait des morceaux minces et très solides ressemblant à du parchemin. Il y avait des morceaux ressemblant à de la bakélite. Il y avait des filaments transparents, comme des fils de pêche en nylon. Il y avait des petites poutrelles avec des hiéroglyphes dessus, des inscriptions étranges. Alors ces petites poutrelles, on va y revenir parce que on a dit par la suite que c'était des petites baguettes de Balzar. Bon, mais écoutez, il faut quand même être sérieux. Est-ce que vraiment les officiers de la base de Roswell auraient pu être impressionnés par des baguettes de Balzar au point d'annoncer qu'ils avaient trouvé une soucoupe volante? Voilà, on est déjà là de plein pied dans le gros problème de Roswell. En ce qui concerne, je reviens sur ce que vous avez dit là, ce qu'a trouvé Jesse Marcel, cet officier, ces feuilles de métal que l'on plie, et qui reprennent leur forme, ça fait penser à la mémoire de forme. Exactement. Il y a toute une série de témoins qui sont parfaitement crédibles, qui ont vu ça, qui ont eu ça en main. Or, je le rappelle, on est en 1947, la mémoire de forme n'existe pas encore. Donc ils remplissent les coffres de deux voitures avec ces débris. Jess Marcel, le commandant Marcel, est tellement époustouflé qu'il s'arrête à 2h du matin, il réveille sa femme et son fils qui avait 11 ans et demi, presque 12 ans, et il leur montre pendant 20 minutes, il étale des débris dans la cuisine. Et puis, il s'en rappelle encore, le fiston. Moi, je le connais, je l'ai rencontré, c'est l'un des principaux témoins de Roswell aujourd'hui. Il a 69 ans, quelque chose comme ça, et il est médecin militaire, il est pilote d'hélicoptère de sauvetage. C'est pas un gamin, c'est pas un idiot non plus, je vous prie de croire. Et il affirme que oui, il a eu en main des débris très étranges. Voilà. Il les a touchés, il a pu donc... Absolument, il les a touchés pendant 20 minutes à la maison de commandant Marcel. On imagine qu'un homme de cette envergure que vous êtes en train de nous décrire, le commandant Marcel, responsable de la sécurité de la base, donc de Roswell, où il y a les bombardiers atomiques. Et c'est une base où on ne rigolait pas du tout. Comme j'ai rencontré Walter Roth, là, dont vous parliez, qui était lieutenant à l'époque et qui a été chargé d'écrire et de diffuser le communiqué de presse. J'ai rencontré à 2 reprises et chaque fois il a lourdement insisté
sur le fait que c'était une base où il y avait une discipline de fer. On ne rigolait pas. Ah, j'imagine, puisque c'était une base sensible, atomique. C'était les bombardiers atomiques. On imagine que si le commandant Marcel, en pleine nuit, va réveiller ses enfants pour leur montrer ce qu'il a trouvé, c'est qu'il estimait que c'était exceptionnel. Oui. On l'a d'ailleurs depuis accusé de toutes sortes, de tous les maux, d'avoir été un menteur, etc. C'est pas vrai, c'était très très sérieux. Et en fait, oui, il a peut-être en quelque sorte fait une chose discutable en montrant ça à sa femme et son fils, mais le secret n'était pas encore imposé brutalement à ce moment-là. Ouais. Gilles Dasbourdet, vous restez avec nous une première pause. On a bien compris l'importance de ce dossier et les questions qu'il soulève. Nous allons continuer à dérouler cet ordre chronologique en votre compagnie. Je rappelle que si vous voulez apporter, vous êtes les bienvenus, votre commentaire, poser une question à Gilles Dasbourdet, eh bien n'hésitez pas. Vous pouvez intervenir par SMS, vous tapez Sud sur votre portable, vous laissez un espace, vous rédigez votre texte et vous l'envoyez au 71 200, ou vous pouvez également appeler au 0826 300 300. Laetitia est là pour attendre vos appels. Sud Radio, samedi et dimanche, 22h minuit. Louis Benedy, les aventuriers de l'étrange. Une question ce soir, l'armée américaine a-t-elle récupéré un vaisseau et des corps extraterrestres à Roswell en 1947 pour nous apporter des arguments, des explications et nous relater des témoignages qui ont été recueillis? Un ufologue français spécialiste du dossier de Roswell, Gilles Dasbourdet, est mon invité dans Les Aventuriers de l'étrange. Alors, nous parlions du major Jesse Marcel qui donc a quand même fait une entorse aux règles en faisant un détour par chez lui pour montrer ce qu'il avait trouvé, tellement il a été impressionné. Il avait trouvé sur les champs de ce fermier, William McBrazel. Est-ce que il a stipulé un petit peu l'étendue? Est-ce que le site du crash était étendu, grand? À quoi ressemblait-il? Oui, c'était un champ de débris très vaste, plutôt étalé en longueur, qui faisait près d'1 kilomètre de long et d'une largeur variable. Enfin, c'était un peu en forme d'entonnoir, en fait, comme s'il y avait eu une explosion au-dessus du champ, à l'entrée nord, si on peut dire, et tout le terrain avait été arrosé de toute une multitude de petits débris très légers et très solides. Alors on a beaucoup discuté, savoir s'il y avait eu une empreinte dans le sol, parce que par la suite il y a plusieurs témoins, dont le fils du fermier Brazel, qui a décrit une tranchée, enfin un sillon à l'entrée de cet entonnoir, de ce champ de débris. Mais le commandant Marcel ne l'avait pas vu, il l'a pas décrit. Alors il peut y avoir une explication très simple à cela, c'est que quand on a nettoyé le terrain ensuite le lendemain ou surlendemain, peut-être qu'il y a une partie où on a enlevé la terre, on a enlevé un petit peu, on a gratté le sol, et on a emporté le sol parce qu'il y avait peut-être des petits débris, des choses dedans. D'ailleurs, il y a l'un des témoins militaires de la base de Roswell qui s'appelle Robert Smith, et qui a aidé à charger des débris dans des avions. À noter, c'est dans une déclaration sous serment, c'est un témoin tout ce qu'il y a de plus solide. Il a dit qu'il y avait en effet certaines quantités de terre qui avaient été ramenées du terrain. Voilà. Bon, on peut discuter donc sur les détails. Il y a des choses qui sont quand même assez précises. Il y avait un vaste terrain de débris et c'était des débris extrêmement solides. Qui donnait nettement l'idée qu'il y avait eu une violente explosion au-dessus du terrain. Je peux peut-être raconter une petite anecdote là-dessus, si vous voulez. C'est que j'ai rencontré l'un des principaux critiques de toute cette affaire, qui s'appelle donc Karl Pflock, et qui a écrit un premier livre en 94, qui laissait à l'époque la porte ouverte, en 93,
qui laissait que la porte ouverte à l'OVNI, mais en 95, quand je l'ai rencontré aux États-Unis, il s'était complètement aligné sur les histoires de ballons. On va y revenir. Hein. Et puis il a écrit un livre en 2000 qui vient d'être publié en français. Bon, donc vous en avez parlé. Oui, il y a tout pas à fait. longtemps. Tout à fait. Eh bien, ce cher Monsieur Karl Pflock, qui est très aimable. Hein. J'ai même fait sa photo. Il était très content de la photo. Il a servi à illustrer la jaquette de son livre en anglais. Eh bien, je lui ai dit, mais Monsieur Pflock, la description du terrain par Marcel et d'autres, ça évoque une très forte explosion au-dessus du terrain. Or, des ballons météo gonflés à l'hélium, ça n'explose pas. Alors, il a tourné autour du pot pendant un moment, et puis il a fini par dire, ah ben oui, il y avait peut-être eu une explosion. Mais après, 2 heures après, il y avait le débat final, c'était le grand symposium annuel du MUFON, qui est le principal organisme américain, et il a réaffirmé avec beaucoup d'assurance que c'était des ballons, des ballons en météo, un très ballon. Parce Donc que, c'est quelqu'un qui, moi j'ai compris ce jour-là que j'avais affaire à quelqu'un de très futé, très malin et qui traitait les informations d'une drôle de manière. Revenons à la chronologie de l'affaire. Le commandant Marcel, le major Jesse Marcel, emmène finalement les débris à la base. Oui. Et là, qu'est-ce qui se passe Après, ils en ont ramené une partie parce qu'il y en avait tellement qu'il a fallu encore J'imagine. probablement un jour ou deux pour tout nettoyer. D'accord. Et alors, à la base, eh bien, il y a une réunion très très tôt le matin, d'où il ressort que, eh bien, le colonel Blanchard ordonne d'aller tout de suite sur le terrain pour boucler le terrain, d'une part, et puis dans la matinée, et c'est là ça devient très curieux, il ordonne donc à son lieutenant chargé de la presse, Walter Roth, de faire un communiqué de presse annonçant la découverte d'un disque volant. D'une soucoupe volante, mais carrément, également, disant également qu'ils ont tout ramassé. Autrement dit, il y avait l'idée que c'est pas la peine d'aller voir, il n'y avait plus rien déjà. Oui, il a bien fait de prendre ses précautions du reste. Voilà, il prenait toutes ses précautions. À mon avis, il n'était pas sûr encore de boucler le site parce que il y avait quand même des gens dans la région, il y avait des gosses qui se promenaient à cheval, tout ça. D'ailleurs, effectivement, il y en a qui ont ramassé des débris. On est allé les voir après, on les a priés de rendre des débris. Ouais. Mais y compris le fils du fermier Brazel, d'ailleurs, qui avait dans les 22-25 ans par là. Et voilà. Et donc il n'y a aucun débris qui soit passé à travers les mailles du filet, si j'ose dire. Eh ben, on n'en sait rien. Publiquement, non. Ouais. Mais en privé, si je prends un exemple qui vient à l'esprit, le fils du fermier qui a inspecté le terrain. Bon, le fermier Brazel, il a été retenu pendant 1 semaine après, à la base de Roswell. Ah oui, d'accord. Et quand il est revenu, il était très très dépité, il se sentait un peu humilié. Bon, on va y revenir dans un instant, si vous voulez, mais son fils avait accouru, il travaillait à Albuquerque, dans la grande ville de la région, et il a vu la photo de son père dans les journaux, il s'est dit, oh là là, qu'est-ce qu'il a fait mon père? Il faut que je revienne m'occuper de ses moutons. Et il a vu des débris lui aussi. Il en restait encore un petit peu à ce moment-là, même après le nettoyage. Mais un an après, il s'est vanté d'avoir quelques débris dans un bar du coin à Corona, et on lui a rendu une petite visite. Et comme c'était un bon patriote, on lui a dit de rendre les débris, il les a rendus. Ah oui, donc c'était une affaire qui était suivie de très très près par l'armée américaine. Pendant très longtemps, et puis on la suit toujours d'ailleurs. Ouais. À mon avis. Alors, ce communiqué est publié donc par l'intermédiaire de Walter O, qui est le porte-parole de la base de Roswell. Évidemment, ça fait l'effet d'une bombe, si je puis me permettre. Ça fait une bombe. Oui, le standard était bloqué, tellement il y avait des appels de partout. Mais alors, il s'est passé que c'est enclenché dans l'après-midi, presque 3 heures après, une opération de démenti. Oui. Qui s'est fait en 2 temps. On a expédié le colonel Blanchard a expédié le major Marcel à Fort Worth, au Texas, à 600 km de là, pour retrouver le général Ramey, commandant de la région aérienne, qui a fait un démenti le soir dans son bureau. Ils sont arrivés avec des débris de ballons, ils ont installé ça dans le bureau, et le général a dit, voilà, ils se sont trompés, les aviateurs de Roswell. Ce qu'ils ont trouvé, c'était un ballon météo, avec une petite cible radar. Alors un ballon météo, ça fait 350 grammes,
ça noircit dans les 6 heures au soleil. C'est des débris assez lamentables. Et puis la cible de radar, c'est très très fragile. C'est monté sur des baguettes de balsa de 8 mm d'épaisseur, ça pèse 150 grammes, enfin avec du tissu métallisé. Il a montré ça, et puis tout le monde a dit, ah bon, très bien, à vos ordres, non, mon général. Et toute la presse a publié ça. C'est paru dans le New York Times le lendemain matin en première page. Et ça a été un coup d'arrêt d'ailleurs de toute la vague parce qu'il faut rappeler quand même que ça se passe au beau milieu de la première grande vague d'apparition de soucoupes volantes aux États-Unis, qui avait commencé 10 jours avant. Ouais. Et ça a été un véritable été noir dans la presse. Dès le lendemain, dès le 10 juillet, les ovnis retombaient en page 25 ou 26 dans le New York Times. Oui, c'était fini, quoi. Ouais. Enfin, c'était pas tout à fait fini d'ailleurs. C'était fini sur le plan médiatique. Il y a eu encore des observations pendant le mois de juillet et le mois d'août, et ça s'est terminé. Ouais. Mais alors, Gildas Bourdet, connaissant l'affaire Roswell, mais de loin, j'en suis loin s'en faut un spécialiste. Je n'en suis pas un spécialiste, mais on a parlé également de récupération de corps d'extraterrestres. Ouais. Qui dit crash d'ovni dit peut-être pilote également. Alors qu'en est-il de cette affaire dans l'affaire? C'est une partie beaucoup plus difficile. Ouais. Et peut-être faudrait-il, oui, on peut en parler maintenant, mais j'aurais bien aimé d'en finir avec les ballons. Oui, parce qu'on a parlé alors de ballons mogul, c'est ça? Voilà. Expliquez-nous ce que c'est. Sinon, ça va devenir très confus, si vous voulez. Ouais. On va parler des cadavres après, parce que c'est plus difficile. D'accord. Alors, l'hypothèse des ballons moguls. mogul. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Donc, pendant 30 ans, on n'a plus parlé de Roswell, c'était complètement oublié. Et puis en 78, l'un des ufologues américains qui battait la campagne faisant des conférences, Stan Friedman, a eu l'occasion, presque par hasard, de rencontrer le major Marcel, qui était colonel à la retraite en Louisiane à ce moment-là, et qui lui a dit, ah mais oui, nous avons trouvé des débris extraordinaires, et cette histoire de ballon météo, c'était une couverture, c'était un cover-up, comme disent les Américains, pour cacher cette découverte. Et alors, ça a pris plusieurs mois pour redémarrer, mais ça a redémarré tout doucement, les enquêtes. Il y a eu un premier livre en 1980, William Moore, qui a été traduit en français d'ailleurs, mais ça n'a pas fait beaucoup de bruit encore. Et finalement, les enquêtes ont pris vraiment tournure vers la fin des années 80, début des années 90, avec une nouvelle équipe, en particulier avec plusieurs équipes qui étaient en concurrence. D'ailleurs, c'est intéressant parce que quand les mêmes équipes en concurrence trouvent les mêmes témoins qui disent la même chose, ça donne plus de force. Tout à fait, ouais. Et alors, la principale équipe, c'est Kevin Randolph, qui était un ancien capitaine d'ailleurs de renseignement de l'armée de l'air américaine, et Donald Schmitt, qui ont enquêté, qui ont trouvé beaucoup de témoignages à ce moment-là, qui ont fait un premier livre tout à fait. Moi, je considère que ça reste le meilleur livre sur Roswell, qui est paru en 1991. Et ça a fait vraiment repartir toute l'histoire. Donc la pression a monté, il y a eu d'autres livres. Et puis en 1993, le député du Nouveau-Mexique a poussé par ses lecteurs à demander des explications à l'armée de l'air, qui les a refusées, qui l'a évadé. Alors il n'était pas content, il a demandé une enquête au Congrès, à la Cour des comptes du Congrès, le GAO, le General Accounting Office, qui a fait une enquête. Donc tout à fait officielle, celle-là. Oui, tout à fait officielle. Ouais. Alors je dis tout de suite un an plus tard, ils ont publié cela, et ils ont simplement découvert que il y avait une partie importante des archives de Roswell qui avait été détruite sans motif. Oui. Mais pour revenir au ballon, pendant ce temps-là, l'armée de l'air, qui niait tout, qui disait mais non, il n'y a rien du tout d'un coup s'est réveillé et a commencé à publier dès 1994 une nouvelle explication. Alors, ça a abouti en 1995 à un énorme bouquin de 1000 pages, de Roswell Report, ça s'appelle, le rapport sur Roswell, qui expliquait en long et en large que c'était probablement non pas un ballon météo, mais un train de ballon météo très très secret à l'époque. Enfin, il y avait 25 ballons, 25 ballons, petits, mais toujours des petits ballons météo, accrochés à un câble, avec des instruments de mesure pour essayer de mesurer Alors on essayait de maintenir ça à haute altitude
pour voir si on pourrait détecter les futures explosions atomiques soviétiques. Ah oui, ça n'a parce pas que marché du tout. On était en pleine guerre froide, il faut le rappeler. Voilà, on est en 47. Ouais. Ça n'a pas marché du tout. Ces trains de ballon étaient lancés à White Sands, dans la région, mais ça a été un échec complet. Mais ils ont dit, ah voilà, c'est sans doute ça qu'on a dû trouver sur le champ de Brazel. Ouais. Mais quand ça tombe, ce genre de choses. Une montagne de ça, disant que c'était un mastodonte, c'était extrêmement impressionnant, etc. C'est ce que Karl Floch explique dans son livre. Mais en réalité, quand tu regardes les choses avec un peu de sang-froid, c'était pas grand-chose. C'était 20-25 petits ballons météo, avec 3-4 cibles radar, ces fameux petits cerfs-volants de 150 grammes, et quelques instruments. Le tout, ça pesait 20 à 25 kilos. Hein. Oui. Voilà, le mastodonte. Hein. Il pesait même pas 25 kilos. Et c'est là que je reviens à ce que je disais au début. Ces cibles radar étaient montées sur des baguettes de balsa de 8 mm. Vous allez chez un marchand de fournitures artistiques, achetez-vous une baguette de balsa et cassez-la entre vos doigts. J'ai fait la démonstration l'autre jour d'ailleurs, à l'émission C'est dans l'air. Oui. Ça a fait un petit peu rire tout le monde, mais c'est pourtant comme ça. C'est ça qu'ils sont censés avoir pris pour des poutrelles de soucoupe volante, comprenez-vous. Oui. Et moi, je vous dis que même Laurel et Hardy n'auraient pas fait une bourde pareille. Surtout pour des spécialistes de l'armée de l'air, quand même. Voilà, des gens qui pilotaient des bombardiers B-29 stratosphériques et qui lâchaient des bombes atomiques. Attendez, il faut quand même garder un peu de bon sens dans cette affaire, à mon avis. Enfin, oui. Bon. Oui. Et donc, pour vous, cette explication de l'armée américaine, qu'elle n'a donnée que presque 30 ans plus tard, quand même. Oui, voilà. Ne tient pas la route. Oui. Ça aussi, c'est bizarre, parce que si c'était ça, mais pourquoi ne l'avait-il pas dit avant et pour se tirer cette épine du pied qui les embêtait de plus en plus. Vous vous rendez compte, on en était à une enquête au Congrès américain. Oui. Donc, c'est extrêmement bizarre, en fait, tout ça. Vous restez avec nous, Gildas Bourdet, une nouvelle pause. Et on se retrouve pour continuer à dérouler la chronologie de cette affaire passionnante, vous l'avez compris, de Roswell, qui s'est déroulée en 1947 au Nouveau-Mexique, aux États-Unis, et ça passionne encore de nos jours tous les ufologues du monde entier, parce que, comme l'a dit Gildas Bourdet en début de cette émission, si la preuve est apportée que l'armée américaine a mis la main sur un vaisseau extraterrestre, c'est la boîte à Pandore qui s'ouvre. Sud Radio, samedi et dimanche, 22h minuit. Louis Benedy, les aventuriers de l'étrange. Le dossier Roswell est au centre des aventuriers de l'étrange ce soir sur Sud Radio avec mon invité Gildas Bourdet qui est l'auteur de plusieurs livres sur ce sujet, sur l'ufologie en règle générale et Roswell en particulier. Je vous rappelle qu'il a écrit Roswell, c'est aux éditions JMG, également un autre livre, OVNI, la levée progressive du secret, toujours aux éditions JMG. Gildas Bourdet, on a bien compris que selon vous, l'hypothèse qu'a servi l'armée américaine concernant les ballons Mogul, ce projet secret, tenu secret en 1947, ne tient pas la route, puisque même s'il est très important, ce système de différents ballons, de plusieurs ballons accrochés sur des baguettes, même s'il est important, ne provoquerait pas des débris tels que le major Marcel les a découverts et ne ferait pas, je veux dire, presque un petit cratère au sol. J'ai un autre argument très simple et très facile à comprendre. En 1994-95, l'armée de l'air a interviewé longuement le capitaine Sheridan Cavitt, qui était colonel à la retraite à ce moment-là. Oui. Je me rappelle que Cavitt avait passé la journée avec Marcel à inspecter ce fameux champ de débris. Alors, si c'était ça qu'il avait vu, train de ballon Mogul, c'était le moment ou jamais de le dire. Hein? Tout à fait. Eh ben, il y a un entretien de 30 pages dans le Roswell Report de l'Air Force, dans lequel le Sheridan Cavitt nie absolument avoir trouvé un train de ballon Mogul. Il s'en tient à la première histoire que l'armée de l'air elle-même a laissé tomber, celle de l'unique ballon météo avec cible radar. Il dit non, c'est ça que j'ai trouvé, dit-il. Et c'est drôle, en fait. C'est très drôle parce que c'est
c'était une sorte de preuve en négatif, si vous voulez. Ouais, ouais. Que c'est pas ça qu'ils avaient trouvé. Mais alors, si ça n'est pas ça, qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Voilà. C'est ça la question finalement, question. parce que Alors, c'est la question c'est là centrale. qu'on peut peut-être avancer d'un pas et puis parler d'un deuxième site. Parce que ce site, déjà des débris, le fameux champ de débris du ranch de Brazel est très étrange. Mais il y a un certain nombre de témoignages qui donnent à penser qu'il y a eu un autre site qu'on avait découvert. Et c'est sur cet autre site, beaucoup plus proche de Roswell, que se trouvait disons la carcasse principale de l'OVNI, ou d'un OVNI, avec des êtres non humains morts, des cadavres à bord. Il y a des témoins. Alors, il y a eu des premiers témoignages dans ce sens qui se sont révélés fragiles, qui se sont mis à flancher un peu. Donc, bon, les gens ont dit, oh là là, non, c'est pas sérieux tout ça. Mais je voudrais tout de suite mettre en avant deux témoignages très intéressants. Celui de l'assistant de Sheridan Cavitt, qui s'appelait Lewis Wickett, le sergent Lewis Wickett, qui a été longuement interviewé lui aussi, et notamment par Mark Rodeger, qui est le directeur scientifique du CUFOS, l'un des meilleurs organismes américains, qui avait été créé par l'astronome Hynek. Oui, qui s'intéresse à l'étude du phénomène OVNI. Ah ben, comment il s'intéresse? Il s'intéresse beaucoup à Roswell également. Vous savez, les grands organismes américains se sont passionnés pour Roswell et ça continue à les intéresser. Il faut pas croire que c'est une histoire oubliée. Non, avec toute la production littéraire sur ce Sheridan sujet. Cavitt, longuement interviewé donc par Mark Rodeger, raconte que, je l'ai l'interview, j'en ai la transcription complète, raconte que son capitaine Cavitt l'avait emmené, ça devait être le mercredi ou le jeudi de cette semaine-là, sur un terrain qui était seulement à 3/4 d'heure de route de Roswell. Or, le champ de Brazel, c'était très loin, c'était à plus de 3 heures de route, dont 20 kilomètres de chemin de terre cahotant. Et là, c'était à 3/4 d'heure de route seulement sur un terrain de petites collines sablonneuses. Et là, quand ils sont arrivés, il y avait du personnel militaire qui finissait de nettoyer un site, donc un autre site. Et il y avait encore quelques débris tout à fait bizarres. Il en a ramassé un, il y avait des officiers qui étaient là, et il a essayé, c'était une pièce d'à peu près 30 cm de long et 15 cm de large, un peu incurvée, très légère. Il a essayé de la plier, rien à faire. Et les autres se sont moqués de lui en disant, mais le petit malin, il essaye de faire ce que nous, on n'a pas réussi à faire. Et donc, que s'est-il passé là? Eh bien, d'après un certain nombre de témoignages, c'est là que on aurait récupéré donc l'OVNI et les cadavres. Et il y a un autre témoignage qui recoupe un petit peu celui-là, qui est très curieux, qui est beaucoup plus récent. C'était un lieutenant à l'époque qui était dans la police militaire, qui dirigeait une équipe de police militaire de la base qui s'appelait Chester Barton, et son commandant, le commandant Isley, qui est l'un des témoins aussi importants. Enfin, il y en a plein, des témoins. Je pourrais vous en parler pendant des heures. Il a envoyé Chester Barton voir ce qui se passait. Il a dit, allez voir sur ce terrain. Et ils sont allés de nuit en jeep, je suppose, et puis ils sont trouvés un crash. Il a pensé que c'était un bombardier atomique qui était entouré. Il y avait il pouvait pas accéder, il pouvait pas s'en rapprocher. On lui a dit de faire demi-tour. Il a cru que c'était un crash de bombardier atomique. Et c'était à 3/4 d'heure de route sur un terrain de petites collines sablonneuses. Donc, on peut imaginer, si on veut essayer de reconstituer ce qui s'est passé, que ce vaisseau, pour une raison ou pour une autre, a connu une avarie avec un premier touchdown, comme disent les Américains, c'est-à-dire avoir peut-être percuté le sol. Oui, ou peut-être qu'il y a une coque qui a explosé ou quoi, on ne sait pas exactement. Et qui s'est scratché un peu plus loin. Exact, mais disons que il s'est passé quelque chose d'extraordinaire, en fait. Mais alors,
on rappelle que nous sommes en 1947. Au sortir, évidemment, de la Seconde Guerre mondiale, Roswell est une base stratégique parce que sur cette base, il y a les bombardiers transportant l'arme nucléaire. Donc et si je peux me permettre, allez-y, oui. C'est intéressant ce que vous soulignez parce que justement, il y a eu beaucoup d'observations d'OVNI au-dessus de tous ces sites nucléaires. Dès la fin de la guerre, il y en avait déjà au-dessus de Hanford, la base, la grande usine atomique qui fabriquait du plutonium dans la région de Seattle. On en a vu beaucoup au-dessus de Oak Ridge, dans le Tennessee, où on fabriquait l'enrichissement d'uranium. On en a vu à White Sands, on en a vu où on avait fait les premières explosions, le premier test atomique, on lançait des V2. Au-dessus de Los Alamos, où on a préparé la bombe atomique. Tous ces sites, et Roswell, dans la région de Roswell. Alors, donc il y a l'idée qu'il y a eu une surveillance de toutes les installations atomiques nucléaires. Mais alors, ça a continué après d'ailleurs. C'est on va partir du postulat que l'armée américaine a mis le couvercle et on le comprend pourquoi. Donc, comme je disais, on est au sortir de la Seconde Guerre mondiale, base atomique donc sensible évidemment par excellence. On est en plein début de la guerre froide entre les deux blocs de l'Est et de l'Ouest. Donc il y a aussi cet aspect-là, compétition militaire, technologique, scientifique. Absolument. Donc c'est très 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 chaud cette affaire-là. Donc, à tous égards. Pour l'armée américaine et quelque armée que ce soit d'ailleurs, récupérer un vaisseau qui a une technologie de plusieurs dizaines d'années d'avance sur ce que l'on connaît, évidemment. Plusieurs dizaines d'années ou plusieurs dizaines de milliers d'années, vous n'en savez rien. C'est au moins la garantie de pouvoir avoir un atout technologique puissant vis-à-vis de l'adversaire, évidemment. Eh oui. Alors, il en découle toute la question de savoir si c'est vrai cette histoire, qu'est-ce qu'on en a fait. Peut-être qu'on n'a pas été capable d'en faire grand-chose, en fait. Ça, c'est une vaste question. C'est-à-dire, on n'a pas été... c'est-à-dire que il y a donc tout un nouvel aspect de la question, c'est est-ce qu'il y a eu des études faites après, et là il y a toutes sortes de... Il y a aussi pas mal de témoignages, j'en avais parlé d'ailleurs dans mon livre précédent, OVNI, la levée progressive du secret, il y a quand même eu beaucoup de témoignages, dont pas mal restent anonymes, mais qui pointent... vers des études très secrètes qui ont été faites de matériaux. Là. Vous avez cité vous-même la base de Wright-Patterson où effectivement on aurait envoyé des débris. Il y a des témoignages là-dessus et puis alors sur des cadavres qu'on aurait récupérés d'autre part avec des autopsies, etc. Alors peut-être, si vous me permettez, j'aimerais dire un mot sur cette fameuse affaire de le film de l'autopsie bizarre qui est apparu en 1995. Sur TF1 avec Jacques Pradel, oui, évidemment. Moi, j'ai beaucoup d'estime pour Jacques Pradel. Je dis tout de suite qu'il m'avait invité d'une manière très courtoise. Je pense que qu'il avait fait une bonne émission. C'est un collègue tout à fait estimable et très honnête. Oui, je suis entièrement d'accord avec vous. Je tiens à le dire tout de suite. Mais ce que je crois, je le pensais déjà confusément à ce moment-là, mais on n'osait pas trop le dire, c'est que c'était un piège qu'on a tendu à l'ufologie, ça. Il y a eu une opération militaire là-dessous. Ça vient d'être en partie confirmé presque. Là, je continue à en discuter. Il y a une grande liste de discussions en anglais nord-américaine où un témoin vient de ressortir, c'était Bob Shell. Si vous vous rappelez cette émission, il y avait un photographe spécialiste américain, Bob Shell, qui était venu à l'émission. Et il raconte maintenant, Bob Shell, que le capitaine McAndrews, l'homme qui a fait les gros rapports militaires expliquant les wagons moguls, etc., lui avait dit qu'il avait vu un film tout à fait comparable à ce film de l'autopsie, mais dans les archives de l'armée de l'air, et avant qu'il sorte. Donc c'est très 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 curieux aussi cette affaire-là. Mais je pense que, pour ma part, que on a balancé ce film juste au bon moment. Quel moment? Le moment où paraissait le rapport du GAO dont nous parlions tout à l'heure. Oui, que le Congrès américain a fait. Complètement occulté par le film. Voyez-vous. Et ça a fait un beau scandale, un magnifique scandale. Tout le monde a dit qu'est-ce que c'est que ce canular atroce, et ça a coulé Roswell et puis pour une bonne partie des ovnis. On commence seulement vraiment à récupérer, à s'en remettre de tout ça. En fait, quelques années après. Mais alors, dites-moi, Gildas Bourdet,
si l'armée américaine a fait main basse sur une technologie extraterrestre, Oui. je veux dire, pourquoi est-ce que maintenant, des années après, elle ne peut pas après tout s'en ouvrir et dire voilà, nous avons effectivement récupéré un vaisseau, Oui. etc. C'est une bonne question. Qui tendrait à prouver d'un coup d'un seul l'existence d'abord du phénomène extraterrestre, d'extraterrestres tout court, ce qui serait déjà très intéressant. Pourquoi ? Bon, d'abord, je répondrai ceci, c'est que il semble qu'il y ait des opinions divergentes. Il y a des gens qui poussent à l'ouverture des secrets. Alors, des gens qui appartiennent à des services. Il y a, si vous voulez, tout le monde n'est pas d'accord là-dessus, semble-t-il. Il y a des gens qui voudraient que ça s'ouvre et d'autres qui ne veulent pas. Bon, il y a des gens quand même de gros calibre. Je pense à l'astronaute Edgar Mitchell, par exemple, qui est docteur en physique aéronautique et spatiale, qui il est un des astronautes américains qui sont allés sur la Lune avec Apollo 17, je crois. Et depuis 1998, Edgar Mitchell dit publiquement, il affirme publiquement que des sources très autorisées lui ont confirmé le crash de l'île de Roswell. Il y a des gens comme ça. Bon, et leur nombre augmente petit à petit. Mais le couvercle reste quand même très bien vissé sur la marmite. Hein. Il y a des fuites, mais ça tient toujours. Combien de temps est-ce que ça va tenir ? Je ne sais pas. Mais moi, mon hypothèse, c'est que petit à petit, les choses vont se libérer, petit à petit. Enfin, ça fait quand même 40 ans. Enfin, oui, ça fait beaucoup. Oui. Oui, mais c'est tellement énorme. C'est un choc de civilisation. C'est un choc culturel immense. C'est quelque chose de comparable au choc de Copernic-Galilée, et même peut-être plus chaud encore, si on veut. J'imagine, bien sûr. Parce que Copernic-Galilée, somme toute, ça n'avait pas d'impact sur la vie des gens. Ah bon, oui, la Terre est un petit caillou qui tourne autour du Soleil. Philosophiquement, c'est un choc. Mais dans la vie de tous les jours, ça n'a eu aucune incidence. Ça n'a commencé à avoir une incidence que quand on a lancé des satellites artificiels. Maintenant, ça fait partie de notre quotidien. Mais l'idée que nous serions, il y aurait des visiteurs extraterrestres qui nous connaîtraient, et peut-être certains depuis longtemps, qui nous observent, qui nous épient discrètement. Ça fait un petit peu froid dans le dos quand même, c'est une autre histoire. Ça remettrait en chose évidemment, en cause pas mal de. Ça remet en cause un petit peu notre place dans l'univers, comment nous voyons. Et puis certaines religions qui veulent que. Alors ça peut avoir effectivement. Et oui, ça a même sûrement, oui, un impact. Là aussi, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, c'est comment ça peut s'articuler par rapport aux croyances religieuses. Bon, vous savez, moi je crois que le choc de Copernic-Galilée, ça a fait très peur à l'Église à l'époque, mais c'est digéré maintenant. Hein. Et je pense que les religions vont digérer ce choc aussi. D'ailleurs, certains le font déjà, en fait. Mais je veux pas pousser, Monsieur Gildas Bourdet, le bouchon trop loin, mais quand même, je suis général de l'armée américaine. Je découvre, un vaisseau spatial d'origine extraterrestre, des corps, parce que ça, c'est quand même. Enfin, je veux dire, on parle de corps qui ont été découverts également. J'ai donc la certitude que ces êtres-là existent puisqu'ils en ont sous la main. Moi, je n'aurais de cesse que d'entrer en contact avec eux, pas ceux qui sont morts, mais avec leurs congénères, ne croyez-vous pas ? Eh bien, je vous répondrai ceci, c'est que là, on entre sur un autre chapitre où il y a beaucoup de rumeurs. Alors, il faut se méfier énormément des rumeurs, surtout sur Internet. Je crois que j'ai pas besoin de vous le dire. On en parle beaucoup actuellement, d'ailleurs, en politique. Mais donc, il faut faire très, très, très attention aux rumeurs qui circulent. Mais il n'y a peut-être pas fumée sans feu, et il y a des rumeurs selon lesquelles il y aurait eu des contacts. Alors il y a aussi les rumeurs de désinformation, des désinformations amplifiantes. Vous savez, il y a un groupe français qui s'appelle le Cometa qui a expliqué ça très bien dans un rapport publié en 1999, le rapport du Cometa. Ils ont proposé cette expression de désinformation amplifiante, et là ça y va très très fort, les infos amplifiantes. Et
il y a par exemple toute une affaire qui s'appelle Serpo qui est sortie l'année dernière et ça craint, hein, comme on dit, ça craint beaucoup. C'est-à-dire? Mais ça reprend et ça amplifie certaines rumeurs, justement par exemple sur des contacts très secrets qui auraient eu lieu. Mhm. Et moi je préfère pas trop développer cela. Enfin, je pourrais vous en parler pendant un bon moment si vous voulez. Mais J'imagine. ça nous emmènerait sur des terrains extrêmement fragiles. Bien sûr, parce que là, on ne peut se baser que sur des rumeurs et il n'y a aucun témoignage, je dirais, solide. Il n'y a pas de témoignage solide à ce sujet. Il y a des témoignages, mais oui, bien sûr. En petit nombre et c'est toujours pareil. Hein. On peut pas affirmer la moindre chose avec certitude. Bien sûr. Gildas Bourdet, il nous reste à peu près une dizaine de minutes avant de conclure cette entrevue, comme disent les Québécois pour parler d'interview. Oui. Votre conviction profonde, là je fais appel à la conviction de l'homme, Gildas Bourdet, votre conviction profonde, quelle est-elle concernant Roswell en particulier, même si on l'a compris en filigrane au fur et à mesure de notre conversation, et concernant ces êtres venus d'ailleurs en général? Oui. Eh bien, ma conviction profonde, c'est qu'il est quasiment certain, en fait, presque... C'est ma conviction. Oui, bien sûr, bien sûr. Je ne peux pas vous mettre la preuve. Nous sommes d'accord. Sortir une poutrelle de soucoupe volante, ce serait pas mal. Je ne l'ai pas dans ma poche. Mais je suis vraiment très convaincu que c'est vrai, cette histoire. C'est une histoire vraie, que c'est énorme, que c'est très difficile à prouver et à démontrer. Il faudrait argumenter pendant des heures, des jours peut-être. Ouais. Moi, je conseille de lire mon bouquin. Il est un peu épais, mais si il y a des gens qui ont vraiment envie d'en savoir plus, moi, j'ai un livre à proposer. Ouais. Mais ils peuvent lire aussi le livre de Karl Floch, mais vous avez compris que nous ne sommes pas d'accord. Non, vous êtes... Cela dit, Karl Floch, il a fait un travail tout à fait... C'était un type très intelligent. Il est mort maintenant, mais c'était vraiment très, très brillant. Hein. Je veux pas en dire plus parce que je pourrais vous montrer. Par exemple, le Sheridan, le témoignage de Lewis Rickett, il s'en sert à un moment donné au début parce que ça l'arrange, parce qu'il dit qu'il y avait peu de débris, et puis ensuite il le dégomme dans un autre chapitre. Alors c'est pas très correct cette façon de faire. Hein. Donc, mais pour ma conviction, oui, je suis convaincu qu'il y a que le crash de Roswell est authentique, qu'il y avait des êtres non humains à bord, et ça pose tout un tas de problèmes sur qui sont ces êtres, et je pense qu'en fait c'est très complexe. Je vais vous dire une formule toute simple. La planète Terre, c'est très compliqué. L'humanité, c'est très compliqué. Pourquoi voulez-vous que ce soit plus simple dans l'espace? C'est vrai. C'est sûrement, moi je suis persuadé que c'est encore bien plus compliqué. Oui. Et alors, il y a des conflits peut-être, par exemple. Vous savez, dans toute l'histoire des religions, des mythologies, on parle de conflits. Vous allez lisez les légendes de l'Inde antique, le Ramayana, le Mahabharata, vous avez des conflits gigantesques entre des dieux qui manient des armes extraordinaires, avec des effets qui ressemblent à des bombes nucléaires. Ouais. Assez dingue, absolument. Qu'est-ce que ça veut dire, tout ça? Et s'il y avait un fond de vérité derrière ces mythes, est-ce qu'il y a eu des bagarres? Est-ce qu'il y a eu des batailles dans le ciel pour le contrôle de notre planète? On n'en sait rien, on en est toujours là. Hein. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à Roswell? On n'en sait rien du tout. Peut-être que c'est un ovni qui en a descendu un autre. Je vous dis comme ça, pour ouvrir le débat, pour dire attention, on ne sait pas grand-chose sur ce qui s'est vraiment passé. Et enfin, lors de notre conversation téléphonique pour préparer cette interview, Gildas Bourdet, je vous ai demandé, parce que vous y avez fait référence à un moment dans un de vos articles que j'ai lu sur Internet, à d'autres affaires qui existent de ce même type. Oui. Intéressantes ou pas? Eh ben, il y en a quelques-unes qui sont fort intéressantes. Kevin Randall, dont je vous parlais tout à l'heure, fait un très bon petit livre d'ailleurs, recommandable, où il est très conservateur, mais il admet un certain nombre de crashs, ou d'autres crashs qui seraient possibles. Il y en a un Kingman, Arizona, en 1953. Bon, moi je connais un petit peu un cas que j'ai étudié, qui serait produit en janvier 1996 au Brésil, à Varginha. C'est une affaire très intéressante, Virginia.
très bizarre également. Mais C'est-à-dire... il y a pas mal de témoignages. Oui. Moi, je connais des gens qui ont enquêté. J'en ai rencontré. Et ça continue, et encore récemment. Ce serait un crash d'OVNI également? Ouais. Mais alors là aussi, on est en pleine étrangeté, bizarrerie, parce que les êtres qui ont été décrits, qui ont été récupérés aux abords, dans la banlieue même de Virginia, le crash aurait eu lieu pas très très loin de cette ville-là, une dizaine de kilomètres. Et ils sont très étranges, ils ont des petits êtres avec une grosse tête, un petit peu, si vous voulez, comme Roswell, mais très différent d'aspect, avec des grands yeux rouges. Enfin, c'était extraordinaire. Et puis, il y aurait eu une autopsie, on en a récupéré un qui était blessé. Le soldat qui avait récupéré le policier militaire est mort 3 semaines après. C'était un jeune de 22 ans, en parfaite santé. Il est mort 3 semaines après d'infection généralisée. Et tout est comme ça. Ah oui. Et il y a un lourd secret qui plane. Les militaires sont partout, ils sont quadrillés, etc. C'est un cas extrêmement intéressant, ça. Ah, Virginia, c'est très intéressant, oui. Il y a un petit livre qui a été publié en français, que je signale au passage, écrit, c'est une enquête de quelqu'un que je connais, le docteur Roger Hilaire, qui est spécialiste dans notre domaine, les implants extraterrestres. Mais alors là, on pourrait en parler longuement. Ça s'appelle « Des extraterrestres capturés à Virginia au Brésil », aux éditions du Mercure dauphinois. C'est un livre assez intéressant à lire, je signale. Bon, eh bien écoutez, j'en prends bonne note et on va se le procurer pour pouvoir jeter un coup d'œil sur ce livre avec grand intérêt. En tout cas, Gildas Bourdet, merci de nous avoir consacré 1 heure de votre temps. Je rappelle les livres donc qui m'ont servi à construire cette émission. Alors Roswell aux éditions JMG dont vous êtes l'auteur. Oui. Il y a un autre livre également dont vous êtes l'auteur, OVNI, la levée progressive du secret aux éditions JMG. Merci beaucoup Gildas Bourdet. C'était un vrai plaisir de vous avoir dans les aventuriers de l'étrange. Et puis, écoutez, à très bientôt si vous le voulez bien. Entendu. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Dans quelques minutes, direction l'Italie, toujours dans le cadre de l'ufologie, pour aller découvrir ce qui se passe là-bas, comment est-ce qu'ils étudient les phénomènes OVNI, est-ce qu'ils ont monté des projets intéressants, est-ce qu'il existe des associations importantes qui s'occupent de recueillir, comme en France plusieurs associations le font, et comme le CNES le fait, pour recueillir les témoignages d'observations d'OVNI, et enfin, est-ce qu'il existe quelques cas réellement intéressants d'observation d'OVNI en Italie? C'est ce que nous allons voir dans quelques minutes avec mon invité italien, l'ufologue Nico Conti. Sud Radio, samedi et dimanche, 22h minuit. Louis Beneddi, les aventuriers de l'étrange. L'ufologie au programme de ces aventuriers de l'étrange sur Sud Radio ce soir. Demain, je vous le rappelle, il n'y aura pas d'émission des aventuriers de l'étrange, il y aura d'autres aventuriers de l'étrange. Cette fois-ci, ce sera le premier tour de l'élection présidentielle. Alors, votez évidemment, faites votre devoir républicain, allez voter. Et puis, grande émission avec toute la rédaction qui sera sur le pont, toute la rédaction de Sud Radio pour vous apporter en temps et en heure voulu évidemment les réactions, les commentaires et bien entendu tous les premiers résultats. Nous continuons en ce qui nous concerne à dérouler le dossier ufologie avec cette fois-ci un grand détour, une halte en Italie pour essayer de découvrir ce qu'il se passe là-bas justement dans ce domaine. Et je reçois à ce propos l'ufologue italien Nico Conti. Bonsoir. Bonsoir. On dit buonasera, je crois, c'est ça en italien. On dit buonasera, c'est parfait. Merci beaucoup. Alors d'abord, merci de nous consacrer un petit peu de votre temps. Vous parlez un français, franchement, plus que très respectable. Suffisant. Oui, enfin, je vous en félicite parce que si je pouvais parler italien comme vous parlez français, j'en serais ravi. Mais bon. Moi aussi. Alors, Nico Conti, on va avec vous, si vous le permettez, faire le tour de l'univers ufologique en Italie. D'abord, comme ça, une première question générale. Est-ce que le problème OVNI est quelque chose qui passionne les Italiens en règle générale? Je dirais plutôt que c'était quelque chose qui a passionné beaucoup dans certaines périodes. Et là, maintenant, on assiste un peu à une certaine disparition aussi des médias. Oui. Des phénomènes ovni. Il n'y a pas beaucoup de casuistiques. Il
Il y a une certaine crise aussi au niveau des associations ufologiques. Il y a moins de gens qui se passionnent et qui essaient de faire quelque chose au niveau des ovnis. Ouais. Il y a deux associations majeures, les Kun et les Chizu. Un, c'est une association plutôt orientée vers la théorie extraterrestre, et l'autre serait une association, disons, rationaliste. Oui, c'est-à-dire qui s'intéresse au phénomène ovni, qui en reconnaît l'intérêt scientifique, mais qui ne va pas au-delà, qui ne se permet pas d'avoir une quelconque hypothèse, c'est ça? Non, je dirais qu'ils sont assez divisés dans les hypothèses, je dirais, un peu comme ça se passe en France. Bien sûr, et ailleurs, pays. Bien sûr. Il y a les croyants, les sceptiques, disons, entre guillemets, parce que les mots croyants, c'est pas exactement correct comme tout à fait. Les mots sceptiques. Mais disons qu'il y a un côté rationnel qui est un peu démarré à la suite de quelque chose qui s'est passé en France, avec Monnerie à l'époque, dans les années 80, au commencement des années 80. Ouais. Il y a eu les fameux livres de Monnerie qui commençaient à poser à l'intérieur de l'ufologie les problèmes et peut-être que les ovnis n'existent pas, non? Et alors depuis, depuis ça, il y a toujours des controverses entre différentes associations qui se sont un peu calmées dernièrement. Dernièrement, il y a eu aussi quelques tentatives de collaboration, surtout sur la casistique. Oui. Ça, c'est une certaine nouvelle pour l'ufologie. Oui. Finalement, vous êtes en train de nous dire que en Italie, c'est comme partout ailleurs dans le monde, finalement. Oui, je pense qu'en Angleterre, ça se passe un peu mieux, ce que je sais, mais en général, oui, il y a toujours cette dispute éternelle entre ceux qui ont une théorie et une autre. C'est-à-dire qu'on a plutôt tendance à falsifier les théories des autres, pas les siens. Alors, normalement, quand on fait de la science, on devrait plutôt essayer d'expérimenter sa théorie, non? Bien sûr. Celle des autres. Ouais. Et il y a tous les problèmes liés aux témoignages et aussi une certaine escalation des hypothèses des ufologues, parce qu'aujourd'hui on parle des crashs des soucoupes, on parle des enlèvements extraterrestres, on parle d'implants par exemple, oui. Et il y a toutes ces histoires-là que c'est difficile à gérer, d'un point de vue scientifique, non? Parce que Nico Conte doit se construire pas seulement sur les témoignages, mais aussi sur quelques données. Alors ça, c'est un peu le problème de l'ufologie, et c'est un peu l'effort que, je pense, nous, on regarde avec beaucoup d'attention au niveau de JPAN. Voilà, justement, c'est la question que j'allais vous poser, Nico Conti. Est-ce que en Italie, il existe un organisme? En France, on a la chance d'avoir le JPAN, qui est à l'intérieur un organisme du Centre national d'études spatiales, c'est-à-dire que c'est les pouvoirs publics qui l'ont mis en place, c'est l'argent du contribuable, c'est notre argent de Français, l'argent de l'État, et qui centralise tous les témoignages d'observation d'OVNI qui est recueilli par la gendarmerie sur tout le territoire français. C'est vrai qu'on n'est pas peu fiers d'avoir cette structure. Est-ce que en Italie, il existe la même version italienne, évidemment? Non. Je dirais que le cas français, c'est un cas pratiquement unique. Oui. C'est très intéressant dans toute l'évolution, au commencement les JPAN, après les CEPRA et maintenant le JPAN, plus intéressant les JPAN. Oui. Ouais. Et c'est un cas unique et c'est nous, il y a eu toujours dans les temps quelques discussions politiques pour la nécessité de faire quelque chose, mais il n'y a jamais rien à démarrer au niveau officiel, comme quelque chose comme les JPAN. Il y a eu une période il y avait aussi au niveau européen une discussion, regardez ça. Et il y avait un dossier écrit par Tullio Regge, qui est un physicien très connu en Italie. Et à un certain moment, il avait suggéré d'étudier les ovnis à travers l'organisme français. Oui. Alors, c'était les JPAN. Mais après aussi l'initiative au niveau européen, il a fait faillite pour des problèmes, disons toujours politiques, parce que c'est des choix politiques. Et quand on décide de dépenser l'argent du citoyen
pour certaines initiatives, comme l'étude des ovnis, c'est un choix qui remplace des autres ou qui est à côté des autres. Ouais. Non, c'est de l'argent public. En contrepartie, Nico Conti, est-ce qu'il existe un organisme qui centralise au moins des témoignages? Alors, il y a un grand travail de catalogation des cas au niveau des associations, toutes les associations et aussi les plus petites, les moins connues. Il y a beaucoup on est assez efficace dans la récolte des cas. Oui. Et puis on est aussi, moi je suis pas inscrit à ces associations-là, mais j'ai participé jusqu'à l'année passée, alors c'est des amis. Et il y a un certain travail de récolte des cas. Par contre, il n'y a pas beaucoup d'enquêtes, parce que aussi une enquête, ça coûte cher, non? D'aller dans un endroit, interviewer un témoin, quelquefois faire 150 km, aller-retour. Ça correspond à un travail de temps et d'argent qu'aujourd'hui, c'est un peu plus difficile. C'est pour ça que ce serait intéressant d'avoir des scientifiques et des organismes public qui s'occupe de ça. Et les projets qui maintenant est en train de se refaire, je dirais, en France, c'est très intéressant aussi pour nous, parce que ça pourrait être exporté. Bien sûr. Nico Conti, je rappelle que vous êtes avec nous en direct depuis l'Italie, que vous êtes un ufologue et qu'avec vous, nous allons essayer de comprendre, de découvrir ce qui se passe dans le domaine de l'observation et du traitement des informations, des observations d'OVNI dans votre pays. Il y a eu récemment un congrès à Saint-Marin. Un congrès. Je suis allé en visite, oui. Voilà. Alors, Saint-Marin regroupait plusieurs communications, ce qu'on appelle une communication, c'est-à-dire des conférences données par des invités concernant des objets précis. Qui avez-vous entendu? Qu'est-ce que vous y avez entendu? Est-ce qu'il y a eu des choses intéressantes qui vous ont interpellé? Ça, c'est compliqué. Là, moi, j'ai participé à la première journée. Oui. Alors, le matin, on parlait plutôt du SETI. Il parlait du SETI, de la recherche des signaux extraterrestres dans l'espace. Oui, oui. On en a parlé avec... C'est toujours intéressant parce qu'il y avait les responsables italiens du SETI, Stelio Montedugno, avec lesquels on collabore pour la recherche à Esdalen. Et dans l'après-midi, j'écoutais quelqu'un comme Bourdet Gildas Bourdet, qui était notre invité juste avant vous là pour. Oui. Moi, j'ai un regard un peu critique sur certains discours qui sont toujours dans la compétition entre personnes et pas sur un travail concret. C'est là quand on se base sur les témoignages, on doit toujours s'arrêter aussi quand on a un cas très bien enquêté face au problème que c'est un non identifié. Alors la seule chose qui reste à la fin, c'est un non identifié, c'est un témoignage intéressant, alors qu'il faut trouver des façons pour construire à travers la somme des témoignages quelque chose, pour construire des données, pour construire et développer des théories, bien sûr, aussi celles extraterrestres, pourquoi pas. Mais il y a beaucoup de travail à faire qu'actuellement on ne fait pas. On fait beaucoup de philosophie, d'épistémologie, de la fausse sociologie, et je ne sais pas quoi d'autre. On ne fait pas les choses en concret. Nous, on a essayé de faire quelque chose en commençant dans l'année 2000, moi un groupe dirigé par Renzo Cabassi, et c'est un comité pour le support de la recherche à Esdalen, en Norvège. Alors justement, on va parler de Esdalen et de ce qui se cache derrière dans quelques minutes. On a encore 3/4 d'heure à passer ensemble, Nico Conti. On va faire une première pause et je vous demanderai juste après cette pause de nous rapporter 2 cas d'observation d'OVNI, 2 cas que vous considérez, vous, en Italie évidemment, que vous considérez, vous, comme intéressants, pour une raison ou pour une autre. Donc on se retrouve dans quelques minutes, toujours dans les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio, pour découvrir ces 2 cas que vous allez nous rapporter dans quelques minutes, des cas d'observation d'OVNI réalisés en Italie. Vous pouvez bien entendu participer à cette émission. Vous nous envoyez vos SMS au 71 200, vous tapez Sud sur votre portable et ensuite vous envoyez votre texte, votre question
votre réaction, une question que je pourrais poser à mon invité, qui est avec nous en direct depuis l'Italie ce soir. Et vous pouvez également nous rejoindre en appelant Laetitia au standard au 0826 300 300. Sud Radio, samedi et dimanche, 22h minuit. Louis Benedi, les aventuriers de l'étrange. L'ufologie en Italie avec mon invité Nico Conti, ufologue italien. Nico Conti, avant que l'on fasse cette pause, j'ai annoncé donc 1 ou 2 cas que vous alliez nous rapporter, des cas italiens évidemment. Quel est le premier dossier que vous avez envie d'ouvrir? Alors, j'ouvre en parenthèse. Quelquefois, on s'est posé la question des cas, ce que sont les cas importants, C'est très difficile de donner une réponse et de trouver. Il y a beaucoup de cas intéressants. Moi, ce matin, c'était suffisant que j'ouvrais quelques papiers pour retrouver une quantité de cas qui ont toujours ce côté, c'est-à-dire une somme d'informations. À la fin, on exploite les cas et on reste face à les non identifiés. C'est un vrai ONI, parce qu'on n'arrive pas à aller plus loin que décider que c'est vraiment un non identifié. On n'a pas la possibilité d'établir avec une quantité suffisante de données. Bien sûr. Et là, c'est toujours la délusion face aux témoins, que je pense que tous ceux qui ont fait quelques enquêtes, ils retrouvent quand ils essaient d'interpréter la narrative du témoin. Et j'avais pas trop envie de parler des cas, mais j'ai essayé de trouver des cas, et c'est des cas de pilotes. Un s'est passé dans les 1977 en Sardaigne, et les cas c'était intéressant. Là, c'est toujours difficile de faire un résumé, mais c'est intéressant parce qu'il y a une équipe d'hélicoptères, il y a des autres pilotes qui voient la même lumière à différents horaires. Oui. Il y a la tour de contrôle qui voit un phénomène à un certain heure. Il y a des autres témoins à terre qui ont été reconstitués par les ufologues, ils les ont retrouvés, ils ont parlé avec eux, etc. Ouais. Donc bien documenté, vous voulez dire, vraiment. Oui, et vraiment c'est un cas intéressant. Mais à la fin, les conclusions sont, c'est-à-dire où on était face à un avion ennemi soviétique, il faut rappeler qu'on était pendant la guerre froide, où on était face à un nacelle extraterrestre, où on était face à un ensemble de phénomènes lumineux difficiles à définir, où on était face à des témoins qui n'ont pas perçu les phénomènes tels qu'ils étaient vraiment. Alors, là, c'est toujours le problème quand on est face à un témoignage. Il y a l'autre cas c'est un autre cas assez connu, mais c'est pas mes préférés, c'est des cas Attendez, que est-ce que vous pouvez bien parler devant le micro de votre téléphone? Si vous devez poser la même question à des autres ufologues, ils vous donneront une autre statistique. Bien sûr. C'est pas, parce qu'en plus, ça dépend aussi des niveaux des difficultés que vous cherchez dans un cas. Il y a ceux qui sont attirés beaucoup plus par la bizarrerie du rencontre. Par exemple, quand on enquête des rencontres rapprochées du troisième type, on est toujours face à quelqu'un qui raconte une histoire assez incroyable, non? Et alors, extraire des données, sauf la narrative, c'est très difficile, non? Parce que il n'y a pas de traces, s'il n'y a pas des phénomènes sur les témoins, des phénomènes physiques sur les témoins, on ne peut rien trouver. Et normalement, on n'a jamais les moyens pour le faire bien. Ça, on le sait, c'est un peu l'expérience aussi en France. Si vous voulez, on peut poser des cas fameux comme Amarante ou Trans-en-Provence, on voit que là, il y a un moment où on s'arrête. Mais quand on doit parler des cas importants, on répète toujours ces cas-là, non? Alors, un autre cas intéressant, par exemple, c'est un pilote qui s'appelait Giancarlo Cecconi, dans les 1979. Et là, c'est un pilote qui, un beau jour, il rencontre un objet bizarre de à peu près 8 mètres par 3, un cylindre
très grand, foncé, avec une tache blanche, et qui apparemment il a l'aspect d'une citerne volante. Oui. Et il est équipé pour prendre des photos et prendre à peu près 80 photos. Ah oui, il prend 80 photos de ce qu'il voit. Parce qu'en plus, c'est un pilote qui est équipé pour prendre des photos au sol et pour prendre des photos. C'était un avion équipé. Ouais. Et il est en pleine nuit ou en plein jour? Vraiment, je pense que l'horaire, c'est 11h30. D'accord. 11h30. Bien. C'est-à-dire en plein jour, Ouais. avec des photos on ne les a pas vues en originaux, mais c'était des photos assez impressionnantes. L'histoire, ça paraît qu'il a aussi essayé de jeter les flammes de son avion sur l'objet et apparemment il a eu aucun résultat. Alors qu'après, en faisant un détour, il a pas retrouvé l'objet qu'il est disparu. Ouais. Alors là aussi, il y a eu beaucoup de théories. La plus répandue chez les sceptiques, c'était que c'était un gros UFO solaire. C'était l'époque qui faisait des ballons jouets. Et en plus, ça paraît que dans la région, il y avait aussi des gens qui fabriquaient leurs ballons jouets. Alors là, il y a un contraste entre les témoignages, non, qui parlent d'un objet solide, Oui. hein, Mm-hmm. et les théories qui parlent d'un ballon gonflable, c'est-à-dire qui parlent d'un ballon gonflable parce que il y a des fabricants de ballons gonflés à l'époque. Oui. Et surtout, il y a toute l'histoire des UFO solaires qui a comporté beaucoup de méprise à ce niveau-là. Mm-hmm. Il l'a observé pendant combien de temps à peu près? Il était en vol et il l'a observé pendant combien de temps et à quelle altitude? Je pense qu'il y a pour passer 80 photos, il faut du temps. Hein. C'est-à-dire que c'était pas quelque chose de banal. Et aussi, après longtemps, c'est des gens qui, quand ils ont une expérience comme ça, ils rappellent très bien. Ils ont un certain choc. C'est pas réductible à des explications banales, non? Oui, tout à fait. Mais des cas comme ça, c'est-à-dire nous, en général, dans l'argument, on n'est pas en manque de cas, on est en manque d'enquête, de ressources pour enquêter et d'instruments pour construire quelque chose de différent. Est-ce que ces photos ont été analysées? Non, parce que là, l'histoire, je ne me l'appelle pas très bien, mais ça paraît que les originaux, à un certain moment, ils ont disparu dans un bureau auquel ils étaient donnés pour vérifier cette hypothèse des ballons, si je me rappelle bien l'histoire. Alors, on dispose des copies, des photos, mais on dispose plus des originaux. D'accord. Et cette observation s'est faite en 1979 en Sardaigne, hein, c'est ça? Non, ça c'est le premier cas. D'accord. Celui-là, c'était à Trévise, c'est dans le nord-est à côté de Trévise, dans le nord-est de l'Italie. Oui. Et ce cas a été, cet objet volant non identifié a été également vu, perçu par la tour de contrôle? Non, là je pense que c'est seulement les témoignages de quelqu'un digne, parce que c'était quelqu'un qui et ça rentre dans les témoignages des pilotes. Et c'est des cas que ici chez nous, ils ont été bien étudiés, surtout parce qu'il y a eu quelques responsables qui s'est dédiés seulement au cas d'OVNI vu par des pilotes. Et là, c'est le cas par exemple de Marco Orlandi, qui habite dans la même ville que moi, et qu'il a participé aussi au projet de Heinz sur le projet américain pour tous les sightings des pilotes, parce que quelquefois se sont démontrés aussi des phénomènes dangereux sur un certain point de vue, non? Parce qu'il y a toujours un objet qui passe à côté, qui peut être agressif de quelque façon, quelquefois qui tourne autour de l'avion, etc. Alors, il y a toute une sensibilité, surtout aux États-Unis, pour faire de façon que de poser une certaine attention sur certains phénomènes inconnus. Oui. Mais là, on est toujours là. On a un témoignage fiable, on a un témoignage d'un pilote. Il y a certains qui considèrent qu'un pilote, c'est un observateur mieux préparé à observer dans le ciel qu'un autre quelconque. Mais
là aussi, bon, il faut relativiser parce que les pilotes sont très capables de reconnaître peut-être un autre avion, peut-être des situations de danger, hein, mais face à des choses qu'ils n'arrivent pas à interpréter, quelquefois c'est Vénus, hein, c'est arrivé, non, dans l'histoire, les pilotes qui ont suivi Vénus, c'est arrivé. Alors c'est toujours là le problème. Et alors le problème, c'est comment passer du témoignage qu'il faut respecter, qu'il faut considérer, qu'il faut évaluer, à des données scientifiques. Et là, c'est très intéressant si les projets conduits par Patenay, ils prennent la route, parce que je pense que c'est... Jacques Patenay, qui est le directeur du GEPAN au CNES à Toulouse, hein? Oui. Oui. Je pense que ce serait très important de pouvoir mettre un petit peu d'argent. Et là encore, c'est un problème politique. Hein. De pouvoir mettre un petit peu d'argent, de pouvoir faire de façon que les publics collaborent. Comme par exemple, ça pourrait être avec un projet du type UFO et Tom de Jérôme Beau, c'est-à-dire créer autour des phénomènes une construction des groupes, des gens qui étudient la chose, avec un peu de moyens aussi, parce que l'argent, c'est le cas où l'argent ne fait pas la guerre. Parce que c'est une recherche pacifique, disons, mais serait intéressant. Alors, je peux dire que l'orientation qu'on a eue, nous et le groupe de Renzo Cabas ici à Bologne, c'était à un certain moment de se diriger vers ce qui a été appelé l'ufologie instrumentale, c'est-à-dire en Norvège, il y avait depuis longtemps, à l'époque c'était une vingtaine d'années, que Erly Strand continuait son projet de recherche dans une petite région de la Norvège qui s'appelle Esdalen. Et quand on a su dans les années 2000 qu'il y avait une collaboration entre l'Oxford College, là il était professeur, et les radiotélescopes de médecine ici à Bologne, dirigés par Stilio Montebugnoli. Et il y avait un projet d'équipement pour monitorer la vallée. Là, on a décidé que pour nous, c'était un peu le moment de contribuer à une recherche sérieuse, où il y avait des technologues, il y avait des gens experts des radios qui pouvaient... Il y avait la possibilité de construire quelque chose. Et à l'époque, c'était l'année 2000, on a créé un comité qui s'appelle CPH, comité italien pour le projet Esdalen, et les premières années, on s'est auto-taxé pour envoyer un astrophysicien qui s'appelait Massimo Tedorani pour aider la recherche du point de vue scientifique, parce que lui, c'était un astrophysicien. Et là, après, on a continué à essayer de trouver de la finance, supporter cette recherche de toute façon, et le travail de Strand et de Auge en Norvège. Et l'histoire, c'est typiquement une histoire ufologique, parce que ça commence dans l'année 1981. Là, vous nous parlez d'Esdalen. Esdalen. Hein. Voilà, Esdalen qui se situe en Norvège. Norvège, à côté de Trondheim, c'est un peu plus au centre de la Norvège. Et alors, qu'est-ce qui s'y passe là-bas? Alors, qu'est-ce qui se passe là? Alors, dire que la théorie, c'est qu'il y aurait des lieux où il y a plus de récurrence de témoignages et peut-être du phénomène. Et c'est Esdalen, mais c'est aussi des autres régions dans le monde entier. Je pense que quelquefois, vous aurez parlé je ne sais pas, de l'Emimi Light plutôt que de l'Marfa Light ou de l'Brown Mountain Light. C'est des régions où on a l'impression que les gens voient plus de choses que dans des autres régions du monde. Et là, c'est commencé par une vague d'ovnis autour de la région d'Esdalen. C'était pas exactement Esdalen qui a commencé toute l'histoire. Et les médias, les journaux, les radios, la télé, il a commencé à parler de cette vague d'ovnis. Et après, ils sont arrivés les ufologues. Alors, les ufologues plus sceptiques, ils sont restés là à un certain moment, et après ils sont partis convaincus qu'il y avait un phénomène naturel et stop. Alors, les stops, c'est toujours un problème, parce que s'il y a un phénomène naturel pas identifié, ça regarde aussi les phénomènes ovnis, non? Parce que on ne doit pas étudier les ovnis seulement dans les cas où ils sont des phénomènes extraterrestres. Théoriquement, on pourrait être
envahi par des soucoupes volantes et des phénomènes inconnus, non, comme la foudre en boule, les lumières sismiques. Il n'y a rien de si sûr, non, qui peut nous garantir que les phénomènes ovnis, c'est seulement un phénomène non identifié, non. Ouais. Alors il faut aussi, dans notre recherche, la première chose, c'est d'essayer de comprendre la quantité de phénomènes inconnus, de comprendre qu'est-ce que peut nous apporter la connaissance de certains phénomènes entre guillemets naturels, non? Bien sûr. Et après, peut-être aussi évaluer de façon positive, donner une réponse à la question de Fermi, les paradoxes de Fermi, qui s'est posé la question, mais s'il y a des extraterrestres, pourquoi on ne les voit pas, pourquoi ils sont pas là, non? Ouais. Alors, à cette question-là, on peut donner des types de réponses, non? Et une réponse, c'est dire oui, ils sont pas là parce que on les voit pas parce qu'ils sont pas là et ils arriveront jamais là. L'autre réponse, ça pourrait être d'étudier là aussi s'il y a des artefacts qui arrivent jusqu'à la Terre, de quelques mondes habités dans l'univers. On ne sait pas, non? On faut rien exclure. Bon, nous, on s'est concentré sur Esdalen pour la simple raison qu'il y avait une casuistique ufologique très importante à l'époque. Après, il a diminué, mais il reste quand même une vingtaine de cas par an. Des cas, des témoignages par an, une vingtaine. Ouais. Et c'est beaucoup en relation à la population, parce qu'il y a des 150 habitants à peu près, peut-être quelque chose de plus, mais c'est vraiment une petite vallée isolée avec pas beaucoup d'habitants. Ouais. Nico Conti, une pause et on va se retrouver dans quelques instants pour approfondir justement ce qui se passe dans cette vallée à côté donc d'une ville qui s'appelle Trondheim, qui s'appelle Esdalen. C'est en Norvège et vous allez nous dire pourquoi est-ce que ce lieu est précisément intéressant et ce que l'on y voit. Qu'est-ce qu'on voit sur Internet? Je sais que j'ai vu des photos, quelques films concernant des lumières tout à fait étranges qui se baladent dans le ciel le soir. Vous allez nous en dire plus dans quelques minutes. Sud Radio, samedi et dimanche, 22h minuit. Louis Benedi, les aventuriers de l'étrange. Avec nous en direct depuis l'Italie, à Bologne, Nico Conti, l'ufologue italien. Nico Conti, vous nous parliez tout à l'heure d'Esdalen. Alors, en quoi consistent les phénomènes qui se déroulent, visuellement je parle, qui se déroulent à Esdalen, puisque vous nous avez dit, après une vague très importante, là il y a encore quand même une vingtaine d'observations par an, ce qui est énorme pour une petite région, pour un petit bled, si vous me permettez le terme, où il y a à peine 250 habitants quand même. En plus un beau endroit. Alors, nous, la première chose que ça nous a rendu la chose intéressante, oui, c'était le fait que Strand s'est posé le problème de ne pas aller dans la vallée seulement pour enquêter les témoins, seulement pour voir, disons, mais pour poser des instruments. Oui. Et il a eu une certaine continuité dans les années. Il y a eu des pauses parce que en plus, en partant de Oslo, ça fait quand même 300 et quelques kilomètres à parcourir pour aller dans les petits villages avec quelqu'un pour gérer une blue box qu'il avait fait construire après les 1984, ou poser les instruments. C'est toute une organisation de recherche dans les vrais sens. Et ça, c'est la chose qui nous a passionnés et on s'est dit, on doit supporter la possibilité de rechercher concrètement avec des instruments quelque chose, non? Parce que si on les voit, on peut les voir aussi à travers des instruments et mesurer des choses, non? Bien sûr. Oui, les photographier, les filmer, du son éventuellement. De poser la théorie, c'est extraterrestre, c'est pas extraterrestre, c'est naturel, c'est pas naturel, ça c'est des mauvaises questions, disons. Et dans l'année 2000, Strand et son collège ils rentrent en contact avec les radiotélescopes de Bologne et on décide d'envoyer un physicien à faire la première mission, à tester des instruments. C'était des instruments pour vérifier l'électromagnétisme sur les ondes radio ULF, Very Low Frequency, et c'était les premiers équipements, il y en avait des autres, et
les tentatives, c'était aussi de prendre un spectrogramme de la lumière, par exemple. Ça, c'était important pour définir quelque chose. Et jusqu'à maintenant, maintenant, ça fait 7 ans d'instrumental, parce que pendant, ont été construits aussi des autres équipements, comme par exemple un radar. On est en train de construire des autres machines à travers ces technologues-là. Et la direction, c'est multiple. C'est-à-dire, on cherche pas seulement des lumières, on cherche aussi de vérifier des hypothèses, parce qu'il y a des hypothèses liées au sismique, aussi si sismique, oui, c'est ça. Pas lié sismique, il y a la possibilité, dans certaines situations, d'avoir des phénomènes de pièges d'électricité liés, quelque façon, à la géologie. Autrement, ça pourrait être quelque autre chose plus à côté de la foudre en boule. Aussi, si les experts, à l'époque, il y a eu aussi un grand nombre d'experts de foudre en boule qui se sont réunis à Esdalen, c'était, si je me rappelle bien, en 1984 ou 85. Et ils se sont réunis et ils ont vérifié un peu les témoignages pour comprendre si ça pouvait être la foudre en boule ou quelque chose de similaire. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de possibilités. Et à part ça, il faut pas oublier, parce qu'il faut pas faire du cover-up, il y a aussi des témoignages qui parlaient clairement d'objets structurés dans certains cas. Hein. Alors il y a tout dans un petit vallée, il y a tout ce qu'on retrouve normalement dans la casuistique ufologique. Donc un lieu intéressant pour y mais là, on la trouve concentrée. Ah, complètement. Donc très intéressant. Alors, là, on peut aussi se poser la question pourquoi elle est plus concentrée que dans des autres endroits. Il y a la théorie qu'il y a des lieux où il y a plus de récurrence des phénomènes, de phénomènes. Il y a aussi la théorie quand il y a plus d'observateurs, on voit plus de choses dans le ciel. C'est simplement parce qu'il y a des observateurs qui regardent. En plus, les observateurs sont entraînés pour ils voient des choses que normalement les gens pas habitués à regarder le ciel voient. Et le contraire. Il y a aussi le cas contraire, non? Quelquefois on se confronte parce qu'on a regardé une planète et on a dit que c'était un ovni. Il y a aussi les cas. Mais dans ces cas-là, il y a des gens plus habitués à regarder le ciel. Là, le problème, c'est d'obtenir des données, de les mettre ensemble et de les faire fonctionner. Et jusqu'à maintenant, on n'est pas encore réussi à d'avoir ce que, entre guillemets, c'est la preuve, mais d'avoir des données qui se croisent ensemble, c'est-à-dire un signal VLF, un spectrogramme de la lumière, plus en même temps, une triangulation du phénomène, toutes des choses que si on lit un livre qui s'est publié en France, et c'est très intéressant, hein, de Peter Sturrock, La science face à l'énigme des ovnis, c'est un livre de la presse du Châtelet. C'est un livre très intéressant, il parle aussi de ça. Et la commission de Sturrock qui demande à Strand certaines choses à faire, etc. Certaines choses, on a réussi à les faire, à les organiser, disons. Autre chose, il faut encore du temps pour l'organiser, parce que c'est une question d'hommes, c'est une question de moyens, d'argent. Oui. Et c'est pour ça que, dans le cas comme la France, ce serait intéressant si quelqu'un avec des moyens, il pouvait faire bouger autour de quelques projets les problèmes et avoir quelques réponses, parce que ça pourrait être intéressant, hein, c'est pas seulement... Là, vous lancez, Nico Conti, un appel à un mécène. Un mécène, c'est-à-dire quelqu'un qui est prêt à investir de l'argent pour que pour que ça avance, quoi. Nous on cherche toujours ça, et on a notre directeur Renzo Cabassi qui est assez habile à chercher des gens intéressés qui peuvent nous supporter, etc. C'est toujours pour des petits montants. Alors que je pense qu'une organisation publique comme ça pourrait être le JEPAN, si orientée sur des projets sérieux, non, et pourrait faire le travail beaucoup mieux que n'importe qui, et peut-être les répliquer dans des autres endroits, parce que c'est pas forcément ça doit être Esdalen. Nous, on est en train aussi de regarder comment transférer toutes les choses qu'on a prises au niveau des équipements, de les transférer ici, dans quelques régions où on a l'idée qu'on pourrait avoir plus de phénomènes qu'ailleurs.
et ça sur la base du nombre de témoignages comparé à une certaine région. Il y a eu quelques tentatives aussi de quelques amis qui, après une vague d'ovnis sur une petite région de l'Italie qui s'appelle Sassalbo, ils ont monté un projet pour placer des instruments. Il y a quelques instruments à Carogne. Je ne sais pas si vous avez entendu parler d'un phénomène bizarre qui s'était passé en Sicile il y a quelques années. Non. Où il y avait des maisons qui flambaient. Il y avait des incendies spontanés et la population dénonçait. Après, il y avait les sceptiques qui disaient mais non, c'est tout pour prendre de l'argent de l'assurance, etc. Mais là, après un certain nombre d'années, il y a la protection civile qui a placé des instruments, qui mesure. Et là aussi, on retrouve de la casistique OVNI. Il y a des témoins d'OVNI. Est-ce que la chose est liée ou pas? Pour l'instant, c'est pas très important. C'est important de pouvoir placer des instruments et de pouvoir prendre des données, de les mettre en corrélation et de comprendre à travers la physique, à travers les sciences dures, quelque chose de plus. Ouais. C'est ce que nous racontent les témoins. Que les témoins, ils donnent des indices. Alors, Nico Conti, en ce qui concerne Esdalen, qu'est-ce qui a été observé? Racontez-nous ce qui a été observé dans le ciel et qui rend ce lieu intéressant. La majorité, c'est des lumières. Oui. Des lumières de différentes dimensions. Parce qu'on a aussi eu un cas très intéressant dans les 2004 où un groupe d'astronomes amateurs italiens, il est monté en Norvège et il a commencé à observer le ciel, certaines régions d'Esdalen comme les lacs Jungen, et ils ont pu enregistrer des petits mini-flashs de lumière sur les lacs, sur la colline, dans le ciel, et les mesurer en même temps qu'ils les voyaient. Là, il n'y a pas encore une triangulation, mais il y a quelque chose d'intéressant parce que c'était des gens entraînés à l'observation des bolides, par exemple. C'est des gens qui ils passent leur temps à observer les ciels, oui. Les ciels plus à côté de nous, alors que quelquefois, quand on parle avec un astronome, l'astronome moderne, souvent, il ne sait pas reconnaître les étoiles dans le ciel, parce que lui, il regarde un peu plus loin, un ciel qui est un peu plus loin, non? Ou à travers un radiotélescope, alors il regarde exactement rien, il regarde des papiers avec des données, non? Et là, ces gens-là, c'était un groupe d'une vingtaine d'astronomes amateurs, ils ont pratiquement filmé un certain nombre, je ne saurais pas dire, mais c'était un nombre assez important de petites lumières, des mini-flashs de différentes couleurs. Et ils ont vu que pour les voir, il fallait vraiment être sur la lumière, non, avec l'œil pointé sur la lumière. On ne pouvait pas regarder n'importe où et les voir. Il fallait vraiment chose encore plus difficile que l'observation d'un bolide. Je ne sais pas si vous avez jamais, la nuit de Saint-Laurent, observé des bolides, mais c'est pas si évident que ça. Il faut se mettre vraiment en position et beaucoup on les perd avec l'œil. Parce que Quand vous dites des bolides, c'est-à-dire des étoiles filantes ou des entrées? C'est que quand ils arrivent à terre, c'est des météorites. Voilà, c'est ça. Oui. Et après, il y a des témoignages des lumières plus importants, il y a quelques photos, mais la photo tout seul, c'est pas un document scientifique, il faut avoir quelque chose de plus. Il faut avoir un bon spectrogramme, il faut avoir une triangulation de cette lumière, peut-être pris par des caméras à un certain distance, de façon de pouvoir prendre des mesures, parce qu'on voit la lumière, est-ce qu'elle est à 5 mètres ou 100 mètres, on peut rien dire s'il n'y a pas une triangulation. Et c'est toutes des suggestions qui ont été données aussi par Sturrock à Strand, et c'est des choses qui, apparemment, elles sont simples, mais de mettre en place, ils ont besoin d'un peu des moyens, des gens intéressés à ça. Et c'est un vieux problème, je n'y pense. Le projet Esdalen est toujours en cours, je veux dire. C'est toujours en cours. Peut-être qu'il y aura, si on arrive à terminer un radar avec l'équipe de Stelio, il y aura probablement Jader Monari avec un collaborateur qui va monter cet été. Il y a toujours des champs scientifiques organisés par Auge
de l'Oxford College avec des étudiants. Il y a des choses qui sont en train d'être faites par les Norvégiens. On essaye dans toutes les limites possibles de faire quelque chose. Et il y a un double intérêt parce que l'Oxford College c'est un institut technique. Et alors, ça se passe un peu les mêmes problèmes qui commencent à se passer ici en Italie. Les gens préfèrent aller au lycée classique, à l'école histoire, mais les universités techniques sont un peu abandonnées. Disons, il n'y a pas beaucoup de monde comme avant. Et ça, c'est un problème. Et cette recherche-là aide aussi à mettre des jeunes à côté d'un phénomène qui pourrait être résolu à besoin des techniques, des équipements, des connaissances, un certain savoir-faire qu'on a accumulé. Et l'année passée, par exemple, on a organisé un workshop, une réunion avec tous ceux qui ont fait et collaboré sur l'argument pendant les dernières années. Et on a essayé de construire quelque chose, un peu de faire l'état de l'art, parce qu'il y a aussi quelques articles scientifiques de quelques physiciens qui s'est intéressés à ça dans le passé. Et il y a des machines qu'on a construites qui peuvent être utilisées aussi dans les sismiques. Par exemple, si on arrivait à démontrer qu'il y a des précurseurs sismiques lumineux, ça c'est tout à démontrer, mais et on trouvait la façon de les mesurer, on pourrait avoir des systèmes pour monitoriser les tremblements de terre, par exemple. Il y a beaucoup de possibilités dans une recherche comme ça. Il faut voir s'il y a une volonté, là encore politique, à commencer des scientifiques pour approcher ces thèmes-là. Nico Conti, revenons-en maintenant au cas que vous nous avez rapporté. Il y en avait deux. Le premier, donc, vous nous en avez parlé, c'était à Trévise, donc en 1979. Le deuxième cas, parce qu'il ne nous reste plus que quelques minutes maintenant, le deuxième cas que vous avez sélectionné pour nous en parler, un cas italien évidemment, quel est-il? Ah non, alors on a fait un peu de confusion. Ah, pardon. Je vais vous parler des deux. On a fait des confusions, je vous ai cité des dates différentes et des cas différents. Toujours avec des pilotes. Dans les premiers, c'était un cas avec en Sardaigne, et dans l'autre, c'était un cas de Trévise. Ah, voilà. Il y a beaucoup des autres. Si vous voulez, là, quelle heure il est déjà? Il est 23h48 et à minuit. Oui, quand même. Le temps passe vite en votre compagnie. J'ai pensé que là c'était très long. Non, plutôt, j'aimerais citer un cas où il y a eu un certain travail d'ufologue italien en France. Et tout le monde parle chaque fois qu'on doit parler de quelques cas, on parle des cas de transinfluence. On est parlé en France, mais on est parlé aussi en Italie. Oui. Et c'est un cas où les témoins je pense qu'il est encore vivant, il est italien, il est italien, de la Toscane. Et il y a l'étude de la trace, il y a toute la polémique qu'il y a eu autour, etc. Mais ça reste quand même un travail très intéressant qui avait été fait, disons, avant le CEPRA. Avec les Japan avant le CEPRA. Parce qu'après, il y a toute cette parenthèse pas publique du CEPRA qu'on peut aussi critiquer pour différentes raisons, mais disons qu'avant les Japan, il avait construit quelque chose, des études, une certaine tentative de faire sérieusement sur le terrain. Après. Donc là, si j'ai bien compris, le cas dont vous voulez parler, c'est celui de Trans en Provence. Je voulais seulement citer une chose, parce que nous, on est retourné longtemps après, et surtout deux ufologues italiens. C'est un physicien qui s'appelle Matteo Leone, et l'autre c'est Paolo Fiorino. Et ils sont retournés à Trans il y a quelques années, et ils sont allés à interviewer Nicolai après longtemps. Le témoin qui a vu un ovni se poser. Le témoin qui a vu un ovni, que c'était un objet qui a, disons, en forme de double soucoupe, si on veut, de pas grande dimension, qui avait atterri dans son jardin, et après il était réparti en vertical, que tout le monde un peu connaît. Ces cas-là, j'ai vu en lisant les livres de Velasco que lui, il est un peu resté là, parce que quand il doit citer des cas importants, il cite celui-là et à Manon. Par exemple, il y a une chose bizarre que
terminer avec une curiosité, que les témoins italiens, ils parlent d'un objet tombé du ciel, tombé, ils utilisent le mot tombé, et au fait, il fait la traduction du dialecte toscane en français, parce qu'il parle un peu de français, un peu comme moi. Je ne parle pas très bien, et il fait la traduction. Alors, dans tous les livres, il y a cet objet qui est tombé. En réalité, il est seulement descendu. Alors, ça change un peu aussi la dynamique de tous ces phénomènes-là, non? Parce qu'un objet qui descend, il donne moins l'impression d'un objet lourd qui s'écrase, qui répare. Il donne la sensation d'un objet un peu plus sophistiqué, non? Ouais. Quelque chose qui descend je dis pas lentement, mais qui descend et qui répare, non, sans tomber, sans risquer un crash à Saint-Provence, non, un objet bien dirigé, si on veut, non, bien dirigé. Alors ça, c'est un côté intéressant et qui nous dit que pratiquement les témoignages sont importants, mais on découvre aussi des choses après longtemps, jusqu'à quand le témoin il est vivant. Et aussi après, on découvre des détails. Par exemple, ils ont trouvé qu'il avait un agenda où il avait noté des choses et cet agenda-là, personne n'avait jamais parlé. Et probablement, c'est l'effet que quand on se pose face à un témoin, il faut être préparé sur beaucoup de choses. Je ne dis pas que les ufologues, souvent, nous, on n'est pas préparés pour aller face à un témoin, non, parce que il y a beaucoup de variantes, il y a la psychologie du témoin à faire en 20 minutes, il y a la sociologie du contexte, il y a la physique, là, on est encore plus loin, mais on retrouve toujours quelque chose aussi après du temps, et ça peut suggérer des idées pour travailler sur ce que, moi je pense que c'est l'avenir de l'ufologie, c'est dans la recherche avec des instruments. Et des projets, parce que il a été construit quelque chose pendant les années. Il y a, comme il y a un Sturck, il y a eu un McDonald's dans l'histoire, il y a eu aussi Heineken, il ne faut pas tout rejeter, il y a eu Français Jacques Vallée qui a laissé c'est-à-dire que jusqu'à une certaine période, on a eu l'impression qu'il y avait une production scientifique plus importante que maintenant. D'après vous, Nico Conti, est-ce que un projet, parce que vous avez cité le projet, enfin c'est pas un projet maintenant, c'est une réalité, le programme SETI, qui est réparti sur plusieurs ordinateurs tout autour de la planète. Est-ce qu'un projet comme ça d'observation centralisé quelque part, avec des outils d'observation répartis tout autour de la planète concernant les ovnis serait possible? Oui, je pense que c'est une question seulement de volonté. Hein. Je pense qu'il y a deux directions. L'instrumental, c'est-à-dire des projets, nous par exemple, on est en train de vérifier un certain équipement pour avec une vidéocaméra digitale, avec un système de gestion des images similaire à celle qui utilise maintenant plus souvent les astronomes amateurs. On est en train d'installer tout un équipement comme ça, mais on peut aller beaucoup plus loin. C'est seulement une question Et de l'autre côté, il ne faut pas oublier les témoins. Alors, un projet comme celui qui est en train de développer Jérôme Beau, ça pourrait être utile. Oui, je le rappelle, Jérôme Beau est en train de développer un logiciel. On l'a eu à l'antenne, justement, il n'y a pas longtemps. Et c'est un informaticien qui est en train de développer un logiciel pour que le témoin d'observation d'OVNI puisse reconstituer le paysage, ce qu'il a vu, la forme, la luminosité de la journée ou de la nuit, enfin qu'il puisse faire une sorte de portrait robot, entre guillemets, de ce qu'il a vu. Oui, et d'essayer de faire de façon que la narrative du témoin vienne du témoin et ne soit pas suggérée par... Tout à fait. Est-ce que c'est parfait comme système? Bon, il faut commencer à faire, vérifier, corriger, et c'est comme ça qu'on produit de la science. Hein. Si on reste seulement à discuter la théorie, on n'arrivera nulle part. Oui. Mais ça, c'est ce que je pense et ce qu'on essaie de faire dans notre petit, et je pense que c'est la seule voie. Merci en tout cas Nico Conti de nous avoir accordé cette heure d'interview. Je rappelle que vous êtes en direct avec nous depuis Bologne. Écoutez, au plaisir de vous réécouter dans Les Aventuriers de l'étrange en tout cas. Oui,
Merci à vous. On vous réinvitera. Et je vous écouterai à travers l'Internet, parce que votre radio arrive pas jusqu'à ici, mais l'Internet, oui. Hein. Ah, complètement. L'Internet, vous pouvez écouter les aventuriers de l'étrange tout autour de la planète. Oui, voilà. Et même peut-être ailleurs, on ne sait pas. Oui, même peut-être ailleurs. Oui, si j'écoute le signal radio, oui. Hein. Oui, pourquoi pas. Merci beaucoup, Monsieur Conti. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Sud Radio. Samedi et dimanche, 22h minuit. Louis Benedi, les aventuriers de l'étrange. C'est ainsi que se termine notre émission consacrée ce soir à l'ufologie. La semaine prochaine, eh bien, d'autres sujets sont en préparation. Si vous avez été témoin d'un phénomène d'apparition, eh bien, votre témoignage m'intéresse puisque samedi prochain, nous consacrerons cette émission au phénomène d'apparition. C'est un phénomène parapsychologique tout à fait intéressant à étudier, c'est ce que nous ferons. Et enfin, dimanche, nous recevrons Maude Christen, qui vient de publier sa biographie. C'est toujours un plaisir que de recevoir Maude Christen, qui est considérée, à juste titre peut-être, parmi une des meilleures voyantes de France et qui s'est pliée avec bonne grâce à plusieurs expériences menées par différents scientifiques avec des résultats la concernant tout à fait étonnants. Rendez-vous donc la semaine prochaine, puisque demain dimanche il n'y a pas d'émission pour cause de premier tour de l'élection présidentielle, samedi et dimanche 22h minuit comme d'habitude. Si vous voulez réécouter cette émission ou une des autres des émissions des Aventuriers de l'étrange, reportez-vous au site des Aventuriers de l'étrange, c'est psiland.org, psiland.org, où vous allez pouvoir soit écouter sur Internet l'émission, soit la télécharger en podcast et l'écouter sur votre lecteur, alors que ce soit un lecteur MP3 ou votre iPod, sans faire de publicité. Si vous voulez nous contacter, pas de problème, 0826 300 300, vous nous laissez un message sur notre répondeur. Vous pouvez également nous contacter par mail. Je vous informe à ce propos qu'on a eu quelques petits problèmes avec notre mail étrange@sudradio.fr durant toute cette semaine. Le problème est réparé depuis hier. Donc si vous nous avez laissé un message dans ce laps de temps, soyez gentils de nous rappeler et nous arrivera en principe normalement. étrange@sudradio.fr pour nous contacter par mail. Merci à Mathieu qui réalise cette émission, Laetitia qui était au standard et Pierre Massias qui continue à collaborer toujours aussi efficacement à cette émission. Et évidemment, ce qu'il dit, je le dis, ce que je dis, il le dit également. Voilà, c'était juste une petite précision que j'ai jugé utile d'apporter. Rendez-vous donc samedi et dimanche prochain. D'ici là, passez une excellente semaine et un excellent dimanche à l'écoute des programmes de Sud Radio. Et ne ratez pas cette émission spéciale avec toute la rédaction de Sud Radio qui sera sur le pont pour vous faire vivre le premier tour des élections présidentielles.